Quand j'étais enfant, à la télévision, j'ai vu un film qui a changé ma vie. C'était Le Voyage fantastique de Richard Fleischer. C'était il y a longtemps, il y avait une seule chaîne et le film passait en noir et blanc. Dans ce film, on voit un groupe de scientifiques qui miniaturise un sous-marin, qui fait rentrer ce sous-marin dans le corps d'un témoin contre la mafia dans le coma. Et ensuite, on voit le sous-marin faire un voyage fantastique, justement, dans ce corps jusqu'au cerveau, pour aller détruire un caillot et ramener ce témoin et ce patient à la conscience et à la vie. C'est un grand rêve technologique de l'humanité, avec un inconscient collectif très très fort derrière, que de se miniaturiser, de pouvoir intervenir dans le cerveau et dans le corps pour soigner. Et chez Roboté, nous sommes au pas de la porte, à quelques encablures de rendre ce rêve à la réalité, ou de ramener ce rêve à la réalité. Nous avons développé ce micro-robot, nous sommes en essai préclinique, et nous venons aussi, et c'est très important pour nous, de lever presque 30 millions d'euros avec des investisseurs capitaux risqueurs de tout premier plan et avec l'Europe. Et cette série A, cette levée, va nous permettre d'aller jusqu'au premier patient humain d'ici 2 ans. Et 2 ans dans notre domaine, c'est demain. Ça n'a pas toujours été facile pour nous. Loin de là. Ça a toujours été assez difficile, en fait. Et au tout début, il y a 8 ans, on a commencé il y a 8 ans, sur un Excel, sur ce type d'Excel typique où on liste les risques, c'est un exercice que les investisseurs institutionnels ou les institutionnels adorent. Et bien sur ce type d'Excel, avec tous les risques, rationnellement, on avait très très peu de chance. C'était infime. Pourtant, on avait beaucoup de richesses. On avait une idée, on avait une ambition, et on avait une intuition. On avait une graine. Cette graine, c'était ce petit robot. Et d'ailleurs, on l'appelait riso peloso, grain de riz, en italien. On avait aussi Johanna Cartocci, ma cofondatrice, et toute l'équipe, Quentin, Ali, Nancy, tous ceux qui nous ont rejoints depuis, une conviction inébranlable que ce robot allait voir le jour et allait pouvoir sauver des vies. Et on a arrosé cette graine avec cette conviction. Ensuite, parce qu'on était une petite équipe et qu'on n'avait pas le choix, on a fait le choix, c'est bien de faire le choix quand on n'a pas le choix, c'est plus facile, on a fait le choix du do-it-yourself. Ça veut dire, culturellement, c'est inspiré du punk. On monte un groupe, ensuite on apprend souvent avec les meilleurs à jouer d'un instrument, ensuite on va faire des concerts, et puis on monte un label de disques, et puis on sort des disques, et puis on va coller des affiches. On fait tout soi-même, en s'entourant, mais on y va. On n'a pas peur de retrousser les manches. Et avec un choix technologique initial absolument radical, le laser, et grâce au digital, eh bien, on a pu mener, avec un petit groupe, une aventure qui, il y a quelques années, ou quelques décennies, aurait été vraiment l'apanage uniquement d'une usine à gaz, de la NASA des années 60, avant d'aller sur la Lune. Et ça, cette culture do-it-yourself, c'était vraiment fondamental pour nous. Et c'est vraiment fondamental aujourd'hui pour nous. Derrière ça, il y a aussi énormément de créativité et d'originalité. L'originalité, c'est à double tranchant, parce que ça fait sortir des cases, mais ça rend unique aussi. Et nous, on s'est inspiré de beaucoup de choses, qui n'étaient pas uniquement scientifiques et techniques. On s'est inspiré de la nature, des bactéries notamment. On s'est inspiré de la cuisine pour faire nos hydrogels, nos modèles in vivo de cerveau. On s'est inspiré de la musique, et notre système de suivi du micro-robot temps réel est ultrasonore. On a été chercher dans l'art, on a été chercher dans énormément de domaines de l'inspiration. Et on l'a ramené. On a toujours travaillé dans un certain inconfort. Et ça nous a tenus éveillés, et ça nous a tenus aussi très concentrés sur notre objectif. Aujourd'hui, ce micro-robot est une réalité. Alors que tous les outils neurochirurgicaux existants, préalables,
se déplacent en ligne droite et de ce fait ne peuvent pas atteindre tous les endroits critiques dans un cerveau pathologique qui permettent de comprendre la pathologie, qui permettent de la traiter. Eh bien, notre robot, lui, il va suivre des courbes, qui est la structure naturelle du cerveau. Si vous l'imaginez, le cerveau, il n'est pas tellement en ligne droite. Et il va pouvoir aller à ces endroits justement critiques pour faire trois choses. Pour diagnostiquer très précisément la pathologie d'un malade, pour retourner sur place à ces endroits critiques et déposer des thérapies, des médicaments, des électrodes dans certains cas. Et enfin, il va pouvoir rester un certain temps pour s'assurer, pour faire du monitoring, pour surveiller, pour s'assurer que la thérapie se déroule bien et que le patient va mieux. Et si ça n'est pas le cas, pour permettre aux médecins de changer la thérapie. Demain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir un moyen de soigner de façon beaucoup plus efficace les cancers du cerveau, les maladies neurodégénératives, les maladies neuropsychiatriques et d'autres troubles neurologiques qui ne sont pas traités aujourd'hui, ou très mal, avec très très peu d'effets. Et ça, c'est une constatation que font les neuroscientifiques, les neuromédecins, les neurochirurgiens. C'est un élément très important. Et ça, il y a énormément de gens qui sont concernés. Il y a 1 personne sur 8, il y a plus d'1 milliard de terriens qui ont une pathologie lourde du cerveau. Ça fait 1 personne sur 8, c'est monstrueux. Il y a 60 millions de personnes qui ont Alzheimer sur Terre. C'est très important au niveau sociétal. Notre vision à plus long terme du micro-robot, la vision qui est partagée d'ailleurs par les neurochirurgiens, cette communauté qui nous a ouvert les portes, du bloc opératoire, qui nous a ouvert les portes dès le départ du cerveau, qui est partagée par les scientifiques avec lesquels nous travaillons aussi, les micro-roboticiens qui nous ont ouvert les portes du micro-monde, qui nous ont permis d'avoir une équipe extraordinaire. Eh bien, la vision qu'on partage, elle est très proche de celle de Miyazaki dans Le Château dans le ciel, où on voit une île dans le ciel, avec une nature florissante, avec des arbres extraordinairement beaux, extraordinairement grands, avec des oiseaux qui chantent, et tout fonctionne très bien dans ce petit univers, parce qu'il y a un robot jardinier en permanence qui s'occupe de cette nature. Et c'est ça notre vision pour soigner les patients du cerveau. Un robot jardinier qui va enlever les mauvaises herbes, qui va mettre de l'engrais, qui va faire des boutures, qui va replanter des cellules quand c'est nécessaire, jusqu'à ce que le patient ne soit plus un patient et puisse refonctionner dans la société. C'est vraiment très important que l'imagination pilote la connaissance. Et tout à l'heure, je vous ai dit que sur ces Excel de risques, sur ces grilles d'analyse préexistantes, eh bien, rationnellement, on avait très très peu de chance. Ce n'était pas tout à fait ça. Cette rationalité-là n'est pas vraiment rationnelle. Parce qu'un projet hors norme ne peut pas rentrer dans les cases d'une grille préexistante. Et à contrario, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important, si un projet rentre trop bien dans ces cases, alors il n'est pas hors norme. Alors il n'apporte pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Alors il ne va pas avoir un impact révolutionnaire par rapport à ce qui existe déjà. Alors, je dirais, pour conclure, que si vous avez un projet fou, un projet avec un potentiel considérable d'après vous, et que vous êtes en train de le développer, et si, ce faisant, et surtout au début du projet, eh bien, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, beaucoup de scepticisme, et que vous entendez énormément de non, eh bien, vous êtes probablement sur la bonne voie.